Assalamualaikum, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 15 avril, il est 10h30 à Tunis, 11h30 en Europe. C'est notre deuxième webinaire du Printemps de l'engagement solidaire, Marhaba Bikom, et notre premier webinaire du Focus d'Ares. Il durera 1h30. Co-animera avec moi cette session Roderick Egal. Aujourd'hui, nous parlerons observatoire avec nos différents invités, Monsieur Thomas Guérin, Madame Souad Khalouli, Madame Lamia Zribi et devrait nous rejoindre Madame Lamia Safi. Bonjour à tous, marhaba bikom. Alors Thomas, pourquoi un observatoire? Voilà, j'arrive à activer mon micro. Merci. Pourquoi un observatoire? Très bonne question. J'ai le sourire, je suis très content parce que ça me ramène à des souvenirs de la CRESPACA, donc, puisque j'ai eu la chance de participer à la mise en place du système d'observation en France il y a quelques années déjà, ça commence à passer. Rapidement, en fait, quand les CRES se sont structurées en France, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui fédèrent l'économie sociale en région, quand ces CRES se sont structurées, on s'est rapidement heurté à un problème de visibilité et de reconnaissance. Et du coup, en PACA, on s'est tout de suite dit il faut qu'on travaille sur la bonne mesure, la bonne observation du secteur. Donc, on a pu travailler sur la mise en place du système d'observation. Alors, pourquoi un observatoire? Allons directement à l'essentiel. Un observatoire de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est crucial. C'est crucial à double titre, disons. Il y a évidemment le problème donc, de la mesure, de la visibilité, et puis la question de la concertation d'acteurs. C'est deux éléments clés. Et du coup, ce que j'aime bien dire, c'est une fameuse phrase que certains connaissent déjà, mais pour la visibilité, un des mantras d'un observateur, c'est ce qui ne se compte pas ne compte pas. Ce qu'on ne mesure pas n'a pas d'importance. Donc, ce qui ne se compte pas ne compte pas. Et en économie sociale, on aime bien rajouter ce qui ne se raconte pas ne compte pas aussi, parce qu'il y a tout un aspect qualitatif qui est tout à fait particulier dans l'économie sociale. Donc, c'est crucial parce qu'il faut compter, il faut mesurer. On est dans un monde de l'évaluation, un monde de la mesure. Si on n'est pas en capacité d'identifier et de donner les poids, les mesures de l'économie sociale, c'est difficile ensuite d'avancer. Et puis, pourquoi c'est crucial? Parce que l'économie sociale est vraiment complètement liée à la question de la concertation. Donc, un autre mantra, je dirais, de l'acteur de l'économie sociale, c'est tous les jours, tu chercheras à coopérer et à co-construire avec les autres. Donc, un observatoire a aussi pour rôle de rassembler des personnes autour de la production de connaissances, mais du coup, ça nécessite de rassembler des institutions publiques et des acteurs de terrain. Je pense, tout l'intérêt de DARES, c'est d'être aussi en contact avec le terrain et de pouvoir aussi interroger les acteurs qui sont concernés par cette question de la mesure. Donc, voilà rapidement quelques petits points. Thomas, salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Thomas nous parle de Marseille, juste à côté de Marseille. Moi-même, je vous parle de Barcelone. Alors, on est entré très vite dans le vif du sujet. Je voudrais d'abord te présenter peut-être un petit peu parce que même si tu es universellement connu, tout le monde ne te connaît pas forcément. Donc, tu as dit que ça faisait longtemps que tu bossais sur les questions d'observation de l'ESS. De mémoire, ça fait exactement 16 ans, puisque c'est en 2005, je parle de mémoire, et des histoires qu'on m'a racontées. C'est en 2005 que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la région de Marseille, pour faire simple, Marseille-Nice, a été pionnière en France pour précisément ces questions d'observation de l'économie sociale et solidaire. Les souvenirs des uns et des autres sont un petit peu différents. J'ai entendu des récits qui me disent que c'était une commande très politique de la région d'alors qui avait dit
à ce qui était un petit peu l'embryon de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Écoutez les gars, c'est sympa l'ESS, enfin ce que vous nous racontez, mais nous, on n'y comprend pas grand-chose et donc ça serait bien pour nous les politiques, pour nous les décideurs, d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce que c'est que cette histoire d'économie sociale et solidaire, de ce qu'est son périmètre, etc. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et c'est pour ça que je dis parfois en rigolant que tu es le plus grand spécialiste mondial des observatoires de l'ESS, en tout cas à la française, puisque tu as été aux manettes, je dirais, pendant toute cette période de 15 ou 16 ans. Peut-être peux-tu nous rappeler un petit peu les différentes étapes, parce que ça commence dans une région française, en l'occurrence, ça aurait pu être ailleurs. Et puis, petit à petit, le dispositif de la région PACA est partagé avec d'autres régions. Et tout ça finit par aboutir à l'Observatoire national dont la France dispose aujourd'hui. Est-ce que tu me confirmes ça? Tes souvenirs sont très bons. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je rajouterai un troisième élément quand même déclencheur de tout ça. C'est, comme tu l'as dit, donc la CRES PACA, la CRES de Marseille, qui s'est questionnée au début des années 2000 et qui a produit des études avant d'aboutir à un système d'observation. On a produit des premières études. Je suis arrivé en 2000, donc ça fait 20 ans en fait que je suis sur le sujet. Mais effectivement, c'est plutôt 2005-2006 où on a abouti à quelque chose de structuré. Et donc, le troisième élément, c'est que donc, la volonté de la CRES, la région PACA, effectivement, qui nous a dit, bon, c'est pas très objectif, tout ça, c'est pas très clair. Et puis, une demande aussi de l'État quand même. La délégation, il me semble que c'était, je vieillis, ma mémoire flanche, mais c'était la délégation interministérielle à l'économie sociale, il me semble, qui avait dit aussi, là, il faut travailler sur cette question du système statistique. Et du coup, la conjonction des trois a fait qu'on a pu discuter avec l'appareil statistique français, donc l'INSEE, sur ce périmètre d'observation dans ces années-là. Et effectivement, ça c'est parti de PACA. Et puis ensuite, il y a eu d'autres régions qui ont eu le même problème qu'on a formé. Donc, il y a eu un réseau des observatoires régionaux qui s'est constitué. Et ensuite, effectivement, le Conseil national, le regroupement des CRES. L'économie sociale, c'est des regroupements de regroupements de regroupements. Et donc, le regroupement des CRES à Paris a ensuite monté un observatoire. Voilà. Et puis après, il y a des questions de personnes aussi. On est tombé sur un certain François Rousseau qui est décédé depuis, mais qui était vraiment un chercheur exceptionnel. Donc après, c'est aussi lié à la qualité des personnes qui ont pu nous aider à travailler. Alors, si je te demandais ces précisions, ce n'est pas pour jouer les anciens combattants, mais c'est parce que la notion de processus est toujours intéressante à observer. On a la grande chance aujourd'hui d'avoir des regards différents. On aura un regard espagnol tout à l'heure sur la façon dont s'est monté l'Observatoire espagnol de l'économie sociale, qui, sous réserve de dire des bêtises, n'a rien à voir avec l'Observatoire français. Il y a sans doute des points communs, mais ce n'est pas le concept, ce n'est pas le même concept, ce n'est pas la même histoire. Donc, c'est intéressant à observer également. Nous avons la très grande chance aujourd'hui d'avoir la présidente du Conseil tunisien national de la statistique, donc qui… tu parlais d'INSEE tout à l'heure. On est dans des eaux donc de l'Institut national de la statistique français. On est dans des eaux qui sont proches. Et bon, chaque pays, je dirais, se construit et se construira son système de mesure, d'observation, d'évaluation propre. Dans le cas de la France, c'est plutôt parti, on va dire, de la base, enfin de la région, pour ensuite monter au national. Dans le cas de la Tunisie, on aura l'occasion d'en reparler. Dans le cas de l'Espagne, on aura l'occasion d'en reparler. Il n'y a pas non plus 150 000 pays sur la planète ESS qui ont des dispositifs d'observation. Et je pense qu'on réunit aujourd'hui les principales traditions, les principales sensibilités. Traditions et sensibilités que, pour ta part,
tu as déjà eu l'occasion de partager hors France, puisque là encore, si je ne me trompe pas, il y a d'abord eu une collaboration avec la région marocaine à l'époque c'était Tanger-Tétouan, aujourd'hui Tanger-Tétouan à Los Haïma, pour monter un observatoire régional de l'ESS. C'était dans le cadre de la coopération décentralisée avec la région PACA, ça fait quelques années. Tu étais sur le coup et il y a 2 ans, et ça je m'en souviens puisqu'on avait fait ça ensemble, tu avais aussi partagé à des travaux pour la mise en place d'un dispositif d'observation en Algérie. Est-ce que tu peux nous toucher 2 mots de ces expériences? Oui, tout à fait, mais ta mémoire est décidément infaillible. C'est ça, donc, côté Maroc, c'est venu d'une impulsion effectivement du conseil régional aussi, donc quelque part ça ressemblait un peu à l'impulsion de la région PACA qu'on avait connue, donc tout à fait. Et c'est vrai que côté Algérie, on était plutôt sur une commande institutionnelle au niveau central, avec un objectif de déclinaison sur des régions. Il y avait 4 régions pilotes qui ont expérimenté ce référentiel, qu'on a travaillé avec des acteurs institutionnels et quelques acteurs de l'économie sociale aussi algérienne. Et on a travaillé, ça nous a pris quand même, alors c'est quelque chose comme 1 an, hein, à peu près 1 année, pour travailler sur ce système d'observation de l'économie sociale et solidaire en Algérie. Bottom-up dans certains cas, top-down dans d'autres. La vérité, s'il y en a une, résulte sans doute du mix des deux. Et faire se rencontrer le top-down et le bottom-up. Merci Thomas. Tu es le référent, l'expert référent. C'est ce que j'allais dire, on avait oublié cette information bien importante. Voilà, donc c'est évidemment pas un hasard si tu es là. Ce n'est pas simplement pour te faire écrire tes mémoires que nous t'avons demandé de bien vouloir être avec nous aujourd'hui, mais parce que en tandem dorénavant avec Mehdi, qu'on découvrira tout à l'heure, vous êtes chez Darès, ceux qui feront avancer, porteraient, en concertation avec le maximum d'interlocuteurs possibles, la mise en place de l'Observatoire tunisien de l'économie sociale et solidaire. La directrice de Darès est Sonia Benyahia. Ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an, je dirais, Sonia, que tu es aux commandes sur ce programme qui s'appelle Progress, qui a accouché d'une maison de l'ESS qui s'appelle Darès. Il y a plein de S partout. C'est pas très original, mais c'est normal qu'on s'en serve. Dis-nous, s'il te plaît, donc, Sonia, pourquoi finalement ce qu'on appelle en interne un pôle, hein, ce pôle central de l'Observatoire est vraiment central dans la dynamique d'Arès? En fait, Roderick, dès le début de notre vision, en fait, notre vision globale a toujours été assez claire par rapport à la mise en place d'un pôle observatoire, c'est-à-dire c'est le pôle connaissance. Parce qu'on pense qu'il est au cœur de la dynamique de Darès. C'est le pôle observatoire, pour nous, est une sorte de colonne vertébrale de tout le système Darès, hein, autour duquel vont graviter différents autres pôles. Vous me direz pourquoi? Je vous dirai oui, parce que le pôle connaissance, donc le pôle observatoire, est là pour structurer les référentiels, pour créer des réseaux avec des partenaires. Donc, pensons aussi un peu à la gouvernance ici. Il va aussi alimenter une bonne partie des autres pôles en centralisant la connaissance, en mettant en exergue les inspirations. Voilà, donc notre pôle, le pôle observatoire, est pour nous quand même un des pôles les plus importants de Darès.
Merci. Et de fait, c'est le premier à avoir véritablement commencé à démarrer et à travailler. Ça ne se voit pas beaucoup aujourd'hui. Enfin, ça va se voir un petit peu plus aujourd'hui. Ça se voit beaucoup en interne. Ça va se voir un petit peu plus aujourd'hui. Ça a été un travail essentiellement préparatoire et interne. Et aujourd'hui, on commence à entrer dans le dur, c'est-à-dire véritablement dans la mise en place en termes de gouvernance, en termes opérationnels. Ce sont des sujets sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir lors de ce premier focus d'ARES. Et c'est bien la raison pour laquelle cette série d'émissions, appelons ça comme ça, parce qu'on ne sait pas très bien si on est en train de faire des conférences ou des plateaux télé en ce moment avec le virtuel. C'est pour ça que nous avons souhaité commencer cette série de Focus d'ARES par l'Observatoire. Nous avons la très grande chance d'avoir des personnes de grande qualité qui ont accepté très vite notre invitation. Je te laisse la main, Sonia, pour nous les présenter et pour un premier tour de table de réflexion, d'expérience autour de la mesure de l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Bonjour à tous, je vois que José Juan est là aussi, bienvenue, et Lamia Safi vient de nous rejoindre aussi, bienvenue, marhaba bikum. Alors Madame Lamia Safi, directrice des organismes professionnels agricoles, les OPA, à la DGFIOP, marhaba bik. Bik, Aïchek, merci. Bonjour à tout le monde. Merci, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui lors de notre panel, enfin de ce focus d'ARES Observatoire. Parlez-nous de vous, de ce que fait exactement la DGFIOP, l'OPA. Marhaba. Je vous souhaite tout d'abord un bon Ramadan à tout le monde. Aïchek, aïchek. Alors, comme vous voulez le dire, je suis directrice des organismes professionnels au sein du ministère de la Culture. Les organismes professionnels dont nous sommes chargés sont les sociétés mutuelles de services agricoles, communément appelées coopératives de services agricoles, et les GDAP. Les GDAP, ce sont les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. Il y a aussi un autre type de structure d'OPA qui sont les structures interprofessionnelles. C'est une forme hybride entre le privé et le public. Donc, il s'agit des centres techniques et des groupements interprofessionnels dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mais les OPA, quand on dit OPA, c'est essentiellement les coopératives et les GDAP. Actuellement, suite à l'apparition de la loi relative à l'ESS, il y a tout un écosystème qui est l'environnement des OPA a évolué. On est en train d'élaborer, de recruter plutôt, un juriste pour l'harmonisation des textes relatifs aux OPA en fonction de la loi ESS. Le choix de l'expert a été fait. Il va démarrer ses travaux dans les jours qui viennent. Et on a un deadline qui est la fin du mois de juin 2021 pour présenter au gouvernement nos projets de statut qui doivent être en harmonie avec la loi ESS. Donc, ça, c'est l'actualité la plus récente qu'on a relative à l'ESS. Merci beaucoup, Madame Safi. Madame Zeribi, je pense qu'elle est là. Elle est en train de se connecter. Madame Zeribi, est-ce que vous m'entendez? J'en profite pour demander à Madame Safi si elle aurait la gentillesse de descendre un petit peu son écran de façon à ce que nous puissions… Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie.
la voir complètement. On vous voyait, hein, mais on voyait le haut de votre visage. Maintenant, on a tout. Ah, Madame Zribi, Madame la Zribi. ministre est réapparue. Bonjour Madame la ministre, marhaba bik. Bonjour, marhaba, marhaba, Vous madame. êtes Désolée, j'avais une autre réunion, donc je viens juste de me libérer. marhaba, il n'y a pas de Je problème. suis à vous. Ramazanek Mabrouk. Alors Madame, vous êtes actuellement à la tête du Conseil national de la statistique. Marhaba bik. Il est à noter que le Conseil national de la statistique mène depuis un petit moment une mission pour construire un répertoire des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Est-ce que vous voulez nous en parler, nous en dire plus, la Lamia? Donc, merci pour cette invitation et merci pour tout. Donc, bravo pour tous les efforts que vous faites. Donc, comme vous l'avez probablement présenté avant moi, donc l'économie sociale et solidaire, c'est une thématique qui prend de l'ampleur de par le monde et en Tunisie également. Donc, le texte juridique est paru, il y a un certain nombre de travaux qui s'accélèrent un peu pour donner de l'importance à ces secteurs en tant que secteur complémentaire donc au secteur public et privé et pour donc disposer à la population, à la société des opportunités supplémentaires. Donc, mais comme vous l'avez si bien dit, si on veut accorder de l'importance à ce secteur et si on veut en faire un vecteur de développement, il faut pouvoir le mesurer. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du Conseil, l'opportunité de nous pencher sur cette thématique est apparue, surtout sur la base d'une étude stratégique qui avait été réalisée par Mohamed Ladar pour le compte du ministère à un certain moment. Donc, il y a peut-être 2 ans que cette étude a été réalisée et qui a mis le point sur différentes thématiques à mettre en œuvre et particulièrement cet aspect statistique. Donc, au niveau du Conseil national de la statistique que j'ai l'honneur de présider, nous avons créé un groupe de travail qui regroupe toutes les parties prenantes, donc l'Institut national de la statistique et tous les intervenants de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un grand groupe puisque plusieurs départements, plusieurs organes sont impliqués dans cet exercice pour travailler sur cet aspect statistique. Et on s'est focalisé, on s'est dit qu'on va se focaliser sur 3 points. Un premier point qui concerne l'établissement d'un compte satellite de l'économie sociale et solidaire qui sera cohérent avec la comptabilité nationale, donc qui s'intégrera dans le cadre du système de comptabilité nationale. Le deuxième aspect sera de constituer un répertoire national des associations qui travaillent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et un troisième point sera une base de données sur l'ensemble des acteurs. Donc, une base de données, puisqu'on récoltera l'information sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire et qu'on mettra dans une base, dans tout un système d'information, une base de données sur cela. Et on a commencé le travail. Et donc, je ne vous dis pas la difficulté, donc vous imaginez un peu la difficulté inhérente à ce travail parce que les acteurs sont très multiples. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on a oublié une structure, qu'on a oublié un département qui détient des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on avait des réunions où 50aine de personnes étaient présentes et on a fait un premier travail qui était, donc on a sollicité un expert pour nous appuyer dans cet exercice et on a réalisé un premier rapport. Je ne sais pas, je pense qu'on vous a transmis une copie de ce rapport, Madame Sonia, j'ai oublié, hein, parce qu'on en a parlé la dernière fois quand on a eu Madame, justement, c'est pas grave. On veut le soumettre, donc un premier rapport, donc un rapport de diagnostic, surtout diagnostic de l'existant. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas sur le plan statistique, bien sûr, de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a travaillé
travaillé sur ce diagnostic. On a délimité un peu le champ d'action parce qu'on a commencé ce travail avant la promulgation de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et par la suite, on s'est maintenu, on a collé à la loi en ce qui concerne le champ d'intervention de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a dressé le diagnostic, on a délimité le champ et comme je vous l'ai dit, on a eu plusieurs réunions. Donc, après, on a organisé un séminaire de restitution où on a démontré à tous les acteurs ce premier diagnostic, le champ d'intervention, les premiers acteurs et par la suite, quand on a voulu passer à la concrétisation pour la réalisation de ce compte satellite et de cette délimitation des acteurs, on s'est rendu compte de la difficulté de l'exercice. Et on avait décidé entre nous de commencer par une expérience pilote. Et on a commencé avec le ministère de l'Agriculture parce que, donc de par nos discussions avec nos partenaires, on s'est rendu compte que une bonne partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire relèvent du ministère de l'Agriculture, donc les différentes associations, tous les corps, donc les OPA et autres, donc qui un peu relèvent du ministère de l'Agriculture. Et jusque-là, on a commencé le travail, on est presque à un stade final de l'élaboration de ce compte satellite du ministère, donc des structures qui relèvent du ministère de l'Agriculture. On a demandé de l'information à ces différentes structures, on a recueilli l'information et nous avons un expert statisticien, un ingénieur statisticien, donc avec nous, c'est Rida Benzarti, si vous le connaissez, donc qui est un retraité de l'Institut national de la statistique qui avait travaillé sur la comptabilité nationale, qui a recueilli toutes les données, qui est en train de les saisir pour avancer sur le compte satellite du ministère de l'Agriculture. Donc, nous ambitionnons de terminer ce premier travail, ce premier exercice pilote, bien sûr en étroite coordination avec l'INS, parce que par la suite, ça sera l'INS qui prendra en charge le compte satellite de l'économie sociale et solidaire dans sa totalité. Et j'espère qu'on pourra par la suite élargir cet exercice aux autres structures, aux autres ministères qui disposent d'organes et de structures de l'économie sociale et solidaire pour par la suite avoir un compte satellite national de l'économie sociale et solidaire, comme je vous l'ai dit, et par la suite l'INS, bien sûr, parce que nous ne sommes pas producteurs de l'information statistique, ce n'est pas dans nos objectifs et ce n'est pas dans nos attributions. Ce sera l'Institut national de la statistique qui, en fin de compte, donc, établira ce compte par la suite national, l'hébergera et l'intégrera dans le cadre du système de comptabilité nationale. Et ça nous permettra d'avoir des données sur la contribution de l'économie sociale et solidaire à la création de la richesse, à la valeur ajoutée, à l'emploi, à l'investissement, à la création d'opportunités d'emploi pour les populations qui y sont intégrées. Donc, en gros, c'est ça ce que nous sommes en train de faire dans ce cadre-là, au sein du Conseil national de la statistique. Merci Madame Zlib et on reviendra certainement vers vous merci pour ce grand tour d'horizon et on reviendra certainement vers vous avec plein d'autres questions, nous en avons plein. Là, je donne la parole à Madame Souad Khalouli qui se présentera. Madame Souad Khalouli est coordinatrice du CIRIEC. Marhaba bik. Votre micro, s'il vous plaît. C'est en bas à gauche aussi. Voilà. Oui. J'y arrive. Alors, merci. Allez-y, vous présenter. Merci, Madame Sonia. Vous m'écoutez là? Alors, je suis Souad Khalouli. Est-ce que vous m'écoutez, Sonia? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Je suis Souad Khalouli. En fait, je suis syndicaliste. Actuellement, je suis coordinatrice de CIRIEC Tunisie.
qui est actuellement hébergée au sein de l'UGTT. Elle renferme 3 départements, le département des relations internationales, le département des études et le département de la législation. Syriac Tunisie, je voudrais en parler un peu comment est venue l'idée. D'abord, à travers ce besoin pour capitaliser un peu les expériences, produire de la connaissance, de la documentation, les chiffres, surtout ce qui a été dit par l'étude stratégique, il y a pas de visibilité pour la contribution de l'ESS dans l'économie de la Tunisie. Et donc, à travers des relations et dans le cadre de la coopération internationale, nous avons pu rencontrer des amis historiques quand même avec qui on travaillait. L'exemple de l'ICOSI, France. Et donc, un programme de partenariat a été mis en place au début donc, de 2019, qui a été couronné par la réalisation d'un séminaire de lancement en octobre 2019 et la tenue pour la première fois du conseil d'administration de Syriac International en Tunisie. Après toute une année, c'était l'année où vraiment le processus de l'officialisation et de la reconnaissance. Et en octobre 2020, on a été reconnu comme branche nationale de Syriac International, qui compte actuellement 16 branches nationales, et la Tunisie est le premier pays arabe et africain parmi les branches de Syriac International. Syriac International, comme vous le savez, c'est un centre international de recherche et d'information sur l'économie publique, mais aussi sur l'économie sociale et coopérative. Parmi ses objectifs, c'est d'assurer et promouvoir la collecte d'informations, la recherche scientifique. Elle anime un réseau d'experts, environ de 750 experts venus de 62 pays dans le monde. Et nous, en Tunisie, on a essayé de baser Syriac Tunisie à l'image un peu de Syriac International. Donc, on a 2 organes, un organe administratif qui est composé d'un conseil d'administration et d'une coordination un peu administrative qui est en voie de consolidation, et un organe scientifique qui est le conseil scientifique et qui s'appuie sur 2 commissions scientifiques, une commission pour l'ESS et une commission centrée aussi sur l'économie publique, parce que nous, on croit qu'il y a vraiment un partenariat qu'on peut créer entre les deux, et on est en train de réfléchir aussi aux moyens de baser ce partenariat entre l'économie sociale, l'ESS et l'économie publique. Actuellement, on est impliqué. Oui? Non, j'allais vous dire merci. On reviendra Oui, certainement vers vous avec plein d'autres questions. Merci beaucoup, merci d'être là. Et de Syriac Tunis, je pars à Syriac Espagne. Bonjour José, Juan. Merci d'être là, merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes directeur de communication de Syriac Espagne et coordinateur du bulletin d'information de l'Observatoire espagnol de l'économie sociale. Merci d'être là. Je vous laisse vous présenter et nous expliquer ce qu'est Syriac Espagne exactement et en quoi consiste ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous. Tout d'abord, mes félicitations parce que
je suis très content de voir que la Tunisie s'est si impliquée dans l'économie sociale et aussi je suis très content de vous dire bonjour à tous, à Syriac Tunisie aussi. Et ça, vraiment mes félicitations pour vous. Bueno, Syriac Espagne, il y a une tradition déjà de 35 années de recherche et d'information de l'économie sociale à l'Espagne, aussi à niveau international. Les chercheurs espagnols sont très bien reconnus au niveau international pour aussi organismes comme la Commission européenne, le Comité économique et social européen. Et aussi, pour nous, c'est très important l'information aussi. C'est important les chercheurs, la recherche, mais aussi l'information. Pour nous, c'est aussi très important d'avoir un contact permanent avec la gente, avec les lecteurs, avec les personnes intéressées, très permanent, parce que il faut la visibilité. Il faut la visibilité. Et c'est pour ça que petit à petit, nous avons fait des observatoires. Aussi, comme en France, nous avons commencé avec un observatoire régional, l'Observatoire valencien Observales. Et après, avec cette petite expérience, nous avons démarré l'Observatoire espagnol. Et bien, sont déjà aussi 15 années avec beaucoup d'informations, beaucoup de contacts avec les acteurs, avec les administrations. Et je crois qu'il faut. L'économie sociale est encore un secteur grand, mais encore petit avec des autres. Et il faut faire la visibilité de tout ça. Bueno, si vous voulez, après, on parlerait encore plus de comment ça structure l'observatoire et les informations qu'on pouvait voir là. Bueno, et merci pour l'invitation. Merci à vous, José Juan. Je pense que Roderick a pas mal de questions à poser à tous nos intervenants. Donc, je te passe la parole avec… voilà. Je te laisse poser les questions et on est là. Avec Thomas, qui est notre consultant préféré sur le sujet, et donc co-animateur de droit et de fait. D'abord, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse personnelle pour dire qu'en tant que Français né à Tunis et vivant depuis 30 ans à Barcelone, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de voir réunis des expertises des trois pays qui m'occupent principalement. Je voudrais aussi féliciter José Juan pour son niveau remarquable en français, parce que lorsque nous nous sommes connus par mail il y a 2 jours, il me faisait part de ses hésitations sur le choix de la langue, mais je peux lui affirmer et lui confirmer que son français est tout à fait exceptionnel. Donc un double merci d'être avec nous d'une part et de s'exprimer aussi bien dans notre langue du jour, qui est celle que nous comprenons tous. Je suis heureux que Sonia et le cas échéant Mehdi tout à l'heure s'expriment également en arabe tunisien. Nous sommes en Tunisie et nous sommes là pour nous adresser au mieux à nos différents publics, le public tunisien bien sûr, le public international également.
C'est l'esprit général que nous avons chez YesMed, que nous imprimons chez DARES et dont l'Observatoire sera également, qui sera une construction collective, sera également le témoin. Voilà, là je suis sorti un petit peu de mon rôle d'animateur du jour pour ouvrir une parenthèse un petit peu plus politique, dirons-nous. Madame Zribi, Madame la ministre, Madame la présidente, Madame, vous avez été tant de choses. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur de vous avoir avec nous. Lorsque vous nous avez parlé compte satellite, j'ai eu l'envie de rebondir tout de suite sur Thomas Guérin. Alors, j'anticipe un petit peu sur le débat, mais en termes de timing, je pense qu'on est bon. Débat qui aura lieu après, je dirais, la présentation que nous fera Mehdi Dawes de la structure actuelle de l'Observatoire tunisien de l'ESS. Thomas, toi qui donc a beaucoup pratiqué les observatoires, toi qui agis principalement dans un pays qui a renoncé au compte satellite, de ce que j'en sais, après des débats, est-ce que tu peux, pour éviter, je dirais, tout malentendu, bien nous situer ce que sont les démarches d'un compte satellite et d'un observatoire comme celui que DARES est en train de construire? Puisque ce ne sont pas des démarches concurrentes, mais bien des démarches très complémentaires. Très complémentaires. Et du coup, on anticipe un peu sur des choses que Mehdi avait préparées pour nous expliquer, mais Mehdi complétera si besoin. Effectivement, c'est des démarches complémentaires. Alors, une petite actualité, le compte satellite de l'économie sociale et solidaire en France n'est pas abandonné ou a rené et de nouveau sur le chantier. Il y a un travail, d'après ce que j'en sais, qui est réengagé avec les CRES justement pour le compte satellite de l'économie sociale. Oui, ben, le point commun entre ces démarches de compte satellite et ces démarches qu'on a ici, nous, producteurs d'informations autour de l'économie sociale, c'est bien effectivement le référentiel, le périmètre qui est à établir, à discuter, à valider pour qu'on puisse travailler tous dans la même direction. Donc, c'est vrai que ce référentiel, on peut l'appeler de différentes manières, est assez central. Peut-être un point, c'est que peut-être que la particularité de DARES, qui a aussi de l'expertise interne, c'est ce lien aussi avec les acteurs de terrain. Le travail qu'on a démarré avec Mehdi, de commencer à interroger des structures de l'ESS, de mieux connaître leurs besoins, etc. C'est essentiel aussi que les acteurs de l'ESS eux-mêmes, les entreprises, les producteurs de biens et de services sous cette appellation-là, participent aussi à la définition du référentiel qui les concerne. Donc, c'est important, c'est vraiment multi-acteurs, à la fois les institutions publiques, les experts, les chercheurs, les statisticiens, les universitaires, les centres d'études, etc. Donc, tout l'aspect scientifique, et puis les acteurs de terrain à mettre autour d'une table. Est-ce que je caricature trop? Et puis je reviens vers Madame Zribi, puisque c'est elle qui est au cœur, je dirais, de ce sujet, de dire que le compte satellite, c'est donc avant tout une démarche, je dirais, statistique, quantitative, de comptabilité publique, là où l'observatoire, tel que nous le concevons tout au moins, est plutôt un outil d'approche plus qualitative, sectorielle, d'études, etc. Oui, c'est ça, et les deux sont parfaitement complémentaires, c'est-à-dire qu'on a besoin des deux, mais c'est tout à fait ça, oui. Madame Zribi, est-ce que vous partagez ce point de vue? Quelle est votre expérience ou quelles sont vos réflexions à ce sujet? Oui, merci. Donc, oui, je partage tout à fait ce que vient de dire Monsieur Thomas. Et j'estime que le compte satellite et l'observatoire sont tout à fait complémentaires. C'est-à-dire, si on avait aujourd'hui des données, un compte satellite qui nous donne de l'information
du côté comptabilité nationale sur les différents aspects de l'économie sociale et solidaire, comme je disais tout à l'heure, côté création de richesse, donc valeur ajoutée, la création des revenus, l'investissement, l'emploi, etc. Peut-être que le travail de l'observatoire aurait été un peu plus facile, hein, peut-être que l'observatoire aurait été alimenté par ces données qui auraient été disponibles, parce que le compte satellite intégré dans la comptabilité nationale aura une configuration générale, c'est-à-dire de la contribution de l'économie sociale et solidaire dans pratiquement tous les rouages de l'économie. Donc, ça, autant sur le plan comptable, chiffres, que sur le plan des structures existantes, que surtout si on aurait accompagné d'une base de données sur les acteurs, ça aurait été des éléments pertinents pour l'élaboration d'un observatoire complet et bien ficelé sur l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux, que l'un, normalement, alimentera l'autre et vice-versa. Au contraire, je pense que ce sont deux cadres complémentaires de statistiques, de disponibilité des statistiques et de données pertinentes sur l'économie sociale et solidaire, et combien importante par la suite pour les pouvoirs publics et pour les décideurs, pour mettre en œuvre des politiques adéquates pour stimuler cette nouvelle source de richesse et de croissance et de revenus pour des populations, et peut-être pour des populations aujourd'hui un peu à la marge de la société. Donc, côté aspect chiffres, je pense que les deux cadres statistiques sont complémentaires, que l'un n'est pas à l'encontre de la construction de l'autre, au contraire. C'est mon point de vue. Sachez en tout cas, on aura l'occasion d'y revenir d'ici la fin de cette séquence et de ce Zoom d'aujourd'hui, que l'intention de DARES et l'intention de l'Observatoire de DARES est bien de travailler aussi étroitement que possible et la main dans la main avec vous, et de vous aider lorsque l'Observatoire le pourra, et à l'inverse, bien évidemment, recevra avec grand plaisir les contributions qui pourront venir du CNS. Je reviens vers Madame et sa fille. Tant Madame Zribi que vous-même nous avez assez clairement laissé transparaître que c'est recueillir ou établir un système statistique sur l'ESS, c'est quand même un peu compliqué. Alors, ce n'est pas une surprise. C'est compliqué partout. C'est d'ailleurs, je pense, au niveau international, un des principaux handicaps de l'économie sociale et solidaire, l'autre étant la difficulté qu'elle a parfois à parler d'elle-même. Mais est-ce que vous avez quand même l'impression que sur ce pilote que vous êtes en train de travailler ensemble avec le CNS, que quand même ça avance et que les choses commencent à se mettre en place? Oui, merci. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'au début, lorsqu'on a commencé à collecter les données, on a trouvé beaucoup de difficultés. On a commencé par les données relatives aux exercices 2016, 17 et 18. Je saisis cette occasion pour remercier, même s'ils ne sont pas avec nous, nos collègues à l'échelle régionale qui ont fait un grand effort pour collecter les données. Et au fur et à mesure de la réception de ces données, on les transférait à l'expert, M. Rida Benzabti, qui est chargé de l'élaboration, de la conception de ce compte satellite. Actuellement, on est en train d'actualiser nos données relatives à l'exercice 2019 et 2020. 2020, c'est une année exceptionnelle vu le Covid, mais on va essayer de les avoir le plus tôt possible pour que notre compte satellite soit à jour. Donc, c'est un effort, je dirais même national, qui a été fait pour la collecte des données. D'accord? La participation des régions est en effet oui. absolument essentielle. J'espère
on pourra en dire un petit mot par la suite. D'accord. Sonia? Oui, je vous propose maintenant de partir chez nous, hein, à l'Observatoire d'Arès, et je donne la parole à Mahdi pour qu'il nous explique ce que c'est, nous montre comment ça fonctionne. Et voilà, merci Mahdi, à toi la parole. Et ensuite, on reviendra bien sûr vers vous Bien sûr. pour avoir un petit peu vos réactions, vos commentaires, vos critiques, vos réflexions par rapport à ce que va nous présenter donc notre responsable de l'Observatoire. Ça fait 3-4 mois qu'il est sur le sujet, mais il va nous exposer l'état de la situation. D'accord. Alors, bonjour Roderick, bonjour à toutes et à tous. Marhaba bikoum, je suis Mahdi Daouès, le responsable du pôle observatoire. Avant de commencer, bien sûr, je tiens à remercier mes chers invités d'avoir accepté notre invitation et de participer à notre webinaire. Alors, veuillez me permettre de partager avec vous toute une petite présentation pour vous expliquer brièvement le pôle observatoire. Alors, pour ce faire, donc, nous allons commencer tout d'abord par la raison d'être, bien sûr sans retarder, par la raison d'être d'un observatoire, surtout pour le cas de la Tunisie, pour passer par la suite à l'observatoire de Darès, ses ambitions, ses missions et ses réalisations et perspectives. Alors, commençons par la raison d'être d'un observatoire. Comme tout observatoire dans le monde, le rôle principal d'un observatoire, c'est d'observer afin de mieux s'informer, mais surtout de mieux informer. Et ces deux besoins, c'est-à-dire le besoin d'information et le besoin d'observation, sont fortement constatés en Tunisie, vu que l'économie sociale et solidaire en Tunisie, elle n'est pas encore structurée, il n'y a pas encore ainsi un système statistique très bien établi, et même les efforts énormes qui ont été fournis sont dispersés, ce qui rend l'information en matière de l'économie sociale et solidaire tunisienne n'est pas capitalisée. Donc, pour ces raisons-là et pour d'autres, et d'une part, et pour mieux connaître la réalité de l'ESS tunisienne et contribuer dans sa structuration, l'équipe de Progress a considéré que la mise en place d'une entité dédiée à l'étude de l'ESS et à la production scientifique de l'ESS en Tunisie est plus qu'indispensable, ce qui a donc donné naissance à notre observatoire, l'observatoire de Darès, l'observatoire qui occupe une place centrale, comme il a été déjà souligné par Sonia au début du webinaire, occupe une place centrale au centre d'Arès, qui a pour vocation d'être un centre d'études et un catalyseur de plaidoyer, ayant pour principale mission d'être une plateforme de concertation multi-acteurs. C'est pour finalement traiter et se fixer sur les thématiques et les priorités de recherche relatives à l'ESS tunisienne. C'est aussi un observatoire statistique, un centre d'études comptant, mais aussi un conseiller qualifié aux institutions. Comme tout observatoire dans le monde aussi, la fonction de l'observatoire de Darès, c'est de produire de l'information. Et ceci commence principalement par l'observation et le diagnostic, en passant par la concertation et la discussion avec différentes parties intervenantes, que ce soit des organismes publics, privés et même des acteurs même de l'ESS, et ce, en utilisant des méthodes scientifiques standardisées, des enquêtes, des bases de données, des études sectorielles, régionales, etc., pour finalement arriver à la production d'une information fiable et pertinente qui servira à contribuer dans le processus de prise de la décision. Les ambitions de l'Observatoire s'articulent autour de deux ambitions principales. La première, c'est la classique, c'est de contribuer à la production de la connaissance pour un développement durable. Et la deuxième, c'est pour booster
du système, à la structuration du système d'information pour aider à la prise de décision. Et comme il a été abordé par notre expert référent Thomas Guérin, ça commence principalement par la mise en place et la définition du périmètre d'observation de l'ESS et des critères d'identification de ces acteurs. Bien sûr, ces deux ambitions ne peuvent pas se concrétiser de manière unilatérale. Ça sera un travail en commun, un travail d'équipe qui regroupe toutes les parties qui se voient concernées par la problématique de l'ESS et se concrétise par les concertations publiques et privées qui occupent une place fondamentale dans le fonctionnement du pôle d'ARES. Et comme il a été aussi mentionné par Thomas, voilà l'interaction entre le pôle du pôle, l'interaction entre l'observatoire et le compte satellite au niveau du référentiel ESS et des bases des données entre les différents acteurs. Les missions de l'Observatoire de Darès sont au nombre de 4. Il y a l'animation de la concertation des acteurs nationaux, régionaux et internationaux, la structuration du système d'information et la production de données transversales, la réalisation des études et des analyses thématiques, et bien sûr la diffusion des travaux et réflexions. Ici, juste un instant, j'ai mis un focus sur la première mission, à savoir l'animation et la concertation d'acteurs, afin de vous montrer à peu près le mode de fonctionnement du pôle observatoire, qui n'est que finalement l'organe opérationnel ou bien qui joue l'articulation entre le conseil d'administration d'une part, qui s'occupe des enjeux stratégiques et des thématiques de l'observatoire, et d'autre part, le conseil scientifique. Ce conseil-là qui a pour mission de superviser techniquement et scientifiquement la fonction de l'observatoire et intervient dans le suivi et l'amélioration du cadre méthodologique de la fonction de l'observation de l'ESS, la stimulation de l'innovation dans l'approche des analyses et les indicateurs, mais aussi dans la promotion d'une meilleure reconnaissance de l'ESS. Avant de terminer, j'ai voulu vous faire un petit tour sur les avancements et les perspectives du pôle observatoire. Les réalisations jusque-là, comme il a été mentionné par Roderick, après 3 ou 4 mois de travail, les réalisations se résument en 2 axes. Le premier axe est au niveau des concertations, où nous avons pu organiser des réunions avec des institutions publiques. On a entretenu aussi avec des organismes régionaux, mais aussi on a entretenu avec des acteurs, plus d'une dizaine d'acteurs de l'ESS en Tunisie. Le deuxième volet sur nos réalisations, c'est au niveau de la construction des données. Bien évidemment, nous restons toujours ouverts pour tout échange d'informations avec toute partie qui se voit concernée et impliquée dans l'économie sociale et solidaire. Donc, on a pu jusque-là construire un répertoire primaire des acteurs de l'ESS qui compte plus de 3000 acteurs, bien sûr, sans tenir compte des associations de droit commun qui s'exercent dans les activités sociales. On a aussi construit des bases de données relatives aux TAS, et ce en termes de structures d'hébergement, des sites, des parcs nationaux, des festivals, etc. Et on a lancé une enquête auprès de 954 personnes pour appréhender les connaissances des Tunisiens en matière de l'économie sociale et solidaire. Et finalement, les perspectives de l'Observatoire, ce sont de poursuivre les rencontres bilatérales avec les acteurs publics et privés et se concentrer sur le volet des partenariats, contribuer au cadrage du champ d'observatoire de l'ESS, analyser les informations capitalisées et recueillies en partenariat avec tous les acteurs, et bien sûr la publication de 2 études qui portent sur le panorama de l'ESS et le tourisme alternatif solidaire, et bien évidemment la restitution publique et régulière de nos avancées. Alors finalement, je tiens, mesdames et messieurs, à vous remercier. Et
J'ai mon micro qui n'était pas branché. Ça arrive à tout le monde. Ça y est, il est branché. Avant de revenir vers nos invités, vers nos intervenantes et intervenants, je voudrais juste revenir sur un point. Alors, on est sur un chantier, hein. Tout ça est en construction et est en construction collective. Thomas, ma mémoire me dit encore que le sujet sur lequel tu as toujours insisté de façon quasiment obsessionnelle, c'est la dimension concertation d'un observatoire. C'est d'abord et avant tout, avant d'être un outil d'étude, et tu me corriges si je dis des bêtises, un espace de concertation et de coordination entre tout ce qu'on appelle aujourd'hui de façon triviale les parties prenantes. Et donc la question de la gouvernance de l'observatoire, hein, qui est en devenir. Aujourd'hui, ce n'est pas une structure juridique, ce n'est pas une structure formelle, mais l'observatoire, dans les prochains mois, sera doté d'une gouvernance que je qualifierais de politique au sens le plus large du terme, ou stratégique, et d'une gouvernance scientifique. Est-ce que tu peux partager un petit peu ton expérience sur l'importance de ces sujets-là? Oui, bah c'est exactement ça. C'est lié, ça a été cité par nos intervenantes, c'est la question de la diversité en fait de l'économie sociale qui induit forcément ça. Je dirais c'est naturel, à la fois parce que l'économie sociale est un concept de coopération et d'auto-organisation des acteurs, donc quelque part dans l'ADN de l'ESS, la coopération, l'association, la mutualisation, ce sont quand même bien trois mots qui concernent les engagements collectifs, hein, comment faire ensemble. Donc, c'est dans l'ADN de l'ESS. Et puis, effectivement, cette diversité nous conduit à devoir concerter et je dirais même idéalement co-construire avec les différents acteurs ces questions d'observation. Et en plus, la particularité, c'est qu'il y a l'aspect concertation des acteurs publics, des institutions publiques, qui sont cruciales et nécessaires pour l'essor de l'économie sociale, et donc les acteurs eux-mêmes, les acteurs de l'économie sociale eux-mêmes. Donc oui, et c'est vrai qu'après, ça ne s'improvise pas, ça nécessite effectivement des instances, des endroits où on peut se réunir et on peut mettre au point des référentiels et puis discuter des études aussi. Et donc, comme l'a présenté Mehdi, il y a cet aspect gouvernance politique, les orientations globales de DARES et puis de l'Observatoire, et puis cette supervision, je dirais, supervision technique qui est cruciale et dans laquelle nous, on est en train de rencontrer les personnes qui seraient prêtes à participer. On est vraiment dans une perspective d'ouverture à tous les acteurs de la production de connaissances. Donc oui, coopération à tous les étages. Alors, tu me sers sur un plateau la transition, puisque tu me parles en fait de coopération, en tout cas c'est ce que j'en comprends, entre ce qui a été qualifié tout à l'heure d'économie publique et puis la société, l'économie de la société civile organisée, hein, qui serait, je dirais, l'ESS. Donc, ça me fait une transition toute trouvée vers nos deux collègues du CIRIEC Tunisie qui se met en place, CIRIEC Espagne qui a une longue histoire. Madame Khalouli, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous avez vu rapidement, je dirais, sur les quelques slides qu'a commenté Mehdi? Micro. OK. Super. Pardon. Ça arrive souvent, ça.
Oui, franchement, c'est intéressant, c'est ambitieux même. Et ça nécessite vraiment de nous unir tous, de créer ces échanges entre nous en Tunisie et ailleurs pour contribuer à la production des informations, à la production des chiffres, de la connaissance. C'est vraiment intéressant. Bon, pour venir à votre question plutôt sur ce que nous comptons nous faire à Syriac Tunisie pour travailler davantage sur le partenariat entre l'économie publique et l'économie sociale et solidaire. Ça aussi, c'est un débat au sein de l'UJTT. Comme vous savez, nous sommes intéressés par la préservation des institutions publiques. On aimerait vraiment qu'elles retrouvent une santé, quoi. Et donc, nous pensons fort à ce partenariat, à ce renforcement entre les deux économies, quoi, publiques et ESS. On est en train aussi d'apporter des réflexions aussi sur la structuration des acteurs de l'ESS, des entreprises de l'ESS. Ça aussi, ça mérite vraiment qu'on y travaille parce que l'article 6 de la loi qui stipule la présence des représentants des structures de l'ESS au sein du Conseil national, c'est un défi à relever avant l'application des textes. Merci beaucoup et à suivre dans le courant de cette émission ou par la suite, puisque nous sommes beaucoup là pour faire connaissance aussi, quelques-uns d'entre nous, et que nous poursuivrons ces échanges hors caméra, si je puis dire. Alors, je vous rassure, sachez que les militants de l'économie sociale et solidaire que nous sommes extrêmement attachés à la sphère publique, à avoir des États, je dirais, qui assument pleinement leur mission, responsabilité, fonction, des collectivités locales, des collectivités territoriales qui fassent de même. On sait qu'en Tunisie, le processus est très embryonnaire encore. Et que l'économie sociale et solidaire souhaite travailler en partenariat avec les administrations, en partenariat fort avec les administrations de tout niveau de compétences. J'utilise parfois personnellement la notion pour surfer un petit peu sur les modes de partenariat public-privé solidaire, parce que nous revendiquons une économie sociale et solidaire qui appartient au secteur privé, puisque si elle n'est pas publique, elle est privée. Donc, nous ne le laissons pas, si je puis dire. Nous n'entendons pas laisser le secteur privé au secteur marchand traditionnel. Je referme rapidement cette parenthèse. Donc, Syriac, je trouve de ce point de vue, et c'est un sigle qui existe depuis longtemps, à viser dans le mille en ne se limitant pas à un seul type d'économie, mais en pariant sur les synergies, les partenariats, les collaborations. José Juan, j'ai toujours tendance à vouloir te parler en espagnol, mais je vais me contenir. Qu'est-ce que tu as pensé de cette présentation assez rapide et dans quelle mesure ça converge ou ça diverge avec votre propre expérience en tant qu'observatoire espagnol de l'économie sociale? Oui, c'est très intéressant que vous avez présenté pour l'Observatoire de la Tunisie. Mais pour moi, c'est aussi important de dire que pour nous, les grandes études et les grandes statistiques sont importantes, sí, bien sûr, mais
ne sont pas tous les statistiques. Parce que, comme vous avez bien dit, c'est très difficile. C'est difficile d'avoir des statistiques. Et c'est difficile d'avoir les statistiques aussi pour une année donnée. Hein? C'est important, mais comme vous savez, l'économie sociale, c'est un monde en activité permanente. Il y a tous les jours des nouvelles à l'économie sociale. Il y a des activités, la coopérative ça, la mutualité ça, la fédération. Il faut donner des informations de ça aussi. C'est pour ça que l'Observatoire espagnol, il y a une section de statistiques, aussi une section de législation de l'économie sociale, très importante, et aussi de nouvelles journalistiques. Et avec ça, il y a information d'actualité, information pas si d'actualité avec les statistiques, parce que c'est difficile, comme vous savez. Et avec ça, nous pouvons être permanentement en contact avec toute la gente. Parce que je crois que c'est important. Il faut avoir des informations de long terme, mais aussi des informations de tous les jours. Et le secteur est très content avec ça aussi. Parce que quand vient la newsletter, nous sommes là, oui, et si la fédération n'est pas là, s'appelle, que je ne suis pas là. Il faut arriver aussi au secteur, aussi à les chercheurs, mais aussi à tous les gens qui ne sont pas contents avec l'économie générale actuelle, pour laquelle l'économie sociale c'est peut-être une solution intéressante. Pour nous, c'est important aussi dire que nous avons le soutien du ministère du Travail d'Espagne, le soutien public, c'est important aussi. Ici en Espagne, heureusement, le secteur est très bien structuré. Avec CEPES, la confédération au niveau des pays, et aussi les fédérations sectorielles, les coopératives, mutuelles, etc. etc. Pour nous, peut-être que ce n'est pas si difficile. Mais je crois qu'il faut avoir toute cette information de long terme, information d'actualité, très d'actualité. Et bueno, petit à petit, je crois que vous pouvez essayer et faire ça, bueno, si c'est possible. Juste une petite question. Donc, tu as bien expliqué les différentes. Alors, je tutoie José Juan parce que en espagnol on se tutoie, c'est comme en arabe. En français on se vouvoie. Donc là, parfois, un même collègue qui parle les deux langues, je le vouvoie en français et je le tutoie en espagnol. Donc, c'est un petit peu compliqué et un petit peu schizophrénique. Tu coordonnes, alors tu nous as expliqué en quelques mots les différents volets qui te semblaient importants. Tu as beaucoup insisté sur la nécessité d'être en prise directe sur l'actualité, hein, sur ce qui se passe, donc être très proche, je dirais, du terrain. Tu es d'ailleurs directeur de communication du CIRIEC, donc cette dimension de communication doit effectivement avoir une importance particulière pour toi. Et tu coordonnes donc le bulletin que vous éditez. Sur quelle fréquence? Toutes les semaines, tous les jeudis, nous envoyons un bulletin de nouvelles de l'économie sociale, surtout à l'Espagne, mais aussi au niveau international. Et aussi, nous avons un bulletin des actualités de législation. D'accord. Tous les mois.
Parce que si, comme vous savez, il y a la législation au niveau des pays estatal et aussi les de les régions, non? Oui. Il y a une équipe ici qui tous les jours voit les lois et font la sélection pour faire ces balletons. C'est une curiosité propre à l'Espagne et qui est parfois difficile à comprendre vu de l'extérieur. L'Espagne est un pays, on va dire, très décentralisé et vous avez, pour ainsi dire, autant de législation coopérative que de régions. Imaginez ce que, alors déjà que c'est difficile d'éditer, enfin d'élaborer une législation au niveau d'un pays comme la Tunisie, imaginez qu'il faille sortir des lois au niveau de chaque région, de chaque gouvernorat. Je vous raconte pas. Alors c'est très riche évidemment, mais on peut pas dire que ça simplifie toujours. En tout cas, le travail de l'observateur ou de celui qui doit suivre toute cette actualité. Claro. Te he interrumpido, perdón, ¿no? No. Vale, ok. Et puis juste une petite mention aussi, parce qu'elle est importante. José Juan nous a parlé de leur relation privilégiée avec le ministère du Travail. N'oublions pas que l'Espagne fait partie des très rares pays, en l'occurrence depuis le début de l'année 2020, qui ont un ministère du Travail et de l'économie sociale, dont d'ailleurs la ministre Yolanda Díaz vient d'être promue très récemment à la 3e vice-présidence du gouvernement espagnol. L'Espagne est donc politiquement, institutionnellement particulièrement active et en pointe sur le sujet depuis notamment 2 ans, avec un ministère qui a une direction générale spécifique, avec une tête de réseau, le CPS, qui n'est pas tout à fait, même si ça y ressemble, l'équivalent, Thomas, de SS France en France, et dont le président préside également Social Economy Europe. Donc, je ne rate pas une occasion de faire aussi un petit peu de pub pour nos amis espagnols, parce qu'on les voit parfois moins souvent aujourd'hui en Méditerranée, mais ils ont beaucoup à apporter. Sonia, est-ce qu'on revient un petit peu, Madame, je vais continuer pendant que j'y suis. J'avais commencé par le Syriac. Alors, il va de soi, mesdames, messieurs du Syriac, que ce soit le tunisien, que ce soit l'espagnol, que ce soit le français que je connais bien, que ce soit le québécois, j'ai vu qu'il allait s'en ouvrir un au Costa Rica aussi. Sachez que Dares, je parle sous le contrôle de Sonia, est évidemment la maison de l'ESS. Dar en árabe quiere decir, en tunecino quiere decir maison, casa. Et la maison de l'ESS tunisienne, c'est aussi la maison de l'ESS tout court. Nous souhaitons, avec Sonia, avec toute l'équipe de Dares, avec nos référents et collègues, que toute l'économie sociale mondiale puisse se sentir, ne serait-ce qu'à travers le virtuel, comme aujourd'hui, chez elle, chez Dares, la maison de l'ESS. Madame Zribi, ce que vous avez donc écouté ou lu de la présentation de notre collègue Mehdi, ça vous va? Ça vous va pas? Il y a des points sur lesquels vous seriez en désaccord ou dans l'incertitude. Quelle est votre réaction un petit peu à chaud, si on peut parler de réaction à chaud?
Merci. Donc, je remercie Simahdi pour sa présentation, donc, qui reste, je pense, une présentation d'abord assez générale et assez préliminaire de cet observatoire. Donc, on ne peut qu'être d'accord et en appétit pour écouter davantage, pour voir comment concrétiser tout ça. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, d'abord, l'économie sociale et solidaire est par essence donc une économie de coordination communautaire quelque peu, donc de coopération, de coordination. Comment allons-nous réfléchir ensemble? Et peut-être que Darès a son idée, mais qu'on en discutera aujourd'hui ou plus tard. Comment assurer cette coordination qui n'est pas une mince affaire? Donc, comme je vous l'ai dit, déjà, nous, pour réaliser ce premier travail sur les prémices de ce compte satellite sur l'agriculture, et Madame Lamia Sefi est avec nous, je ne sais pas si elle est encore avec nous, donc le travail n'était pas, comme je disais, n'était pas du tout facile, et c'est une occasion pour remercier encore une fois tous nos collègues du ministère de l'Agriculture qui n'ont pas aménagé leur effort, aussi bien au niveau central qu'au niveau régional, et c'est quelque chose qui n'est pas simple, même au niveau de la coordination au sein du ministère. Donc, c'est un travail compliqué qui n'est pas facile, donc, de par l'étendue de ce secteur. Donc, maintenant, réfléchissons, ça ne peut être que positif et on doit le faire. Cet exercice, du moins, je parle de l'aspect statistique qui est l'un des aspects de l'économie sociale et solidaire. Donc, comment allons-nous mettre en œuvre cette coordination par la suite, qui nécessitera donc aussi bien le public que le privé solidaire, comme vous l'avez appelé, parce qu'on ne va pas aller vers le capital dans toute sa splendeur. Ça va être le privé un peu solidaire, le civil aussi. Comment allons-nous assurer cette coordination, et même avec nos partenaires étrangers, parce que je me réfère à l'expérience espagnole qui est extraordinaire. Nous avons eu, lors du séminaire de présentation de l'étude de diagnostic, nous avons eu un grand expert espagnol, malheureusement je ne retiens pas le nom, qui nous a édifié sur l'expérience espagnole en matière d'économie sociale et solidaire, et particulièrement en matière de statistiques. Donc, beaucoup de travail a été fait et des efforts très, très, très importants de la part de nos collègues espagnols. C'est-à-dire que l'expérience espagnole, pour nous, est différente. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, mais nous sommes vraiment à l'étape balbutiante. Nous sommes tout à fait au début, mais l'expérience espagnole est vraiment édifiante. Je réfléchis à tout voir, donc comment peut-on profiter de cette expérience et comment peut-on asseoir cette coopération, aussi bien nous, Tunisiens, instances publiques entre nous, public, privé, solidaire, et Tunisiens plus nos partenaires étrangers. Donc, c'est ça à quoi je suis en train de réfléchir suite à la présentation de Simahdi. Donc, il a longuement parlé de coopération. C'est un beau mot, mais comment l'asseoir par la suite concrètement et dans les faits? Donc, j'ai toujours parlé d'une manière concrète, et je suis dans les statistiques, donc je suis dans le concret. Comment allons-nous asseoir ce partenariat, cette coopération? Et nous sommes en Tunisie, et je l'ai vécu avec le ministère de l'Agriculture, où il y a eu vraiment où toute l'équipe, tous les partenaires étaient très motivés, étaient très enthousiasmés à l'idée de travailler sur une configuration concrète de l'économie sociale et solidaire, puisque les textes sont là. Donc, on est un peu édifié sur la composition, sur le champ d'action, sur comment faire, sur peut-être les avantages, sur l'organisation. Donc, c'est-à-dire que, disons que l'aspect politique est là, la volonté politique est là. Donc, c'est inscrit dans les textes, c'est inscrit dans nos stratégies. C'est un choix politique pour la Tunisie, donc j'oserais dire irréversible. Mais maintenant, concrètement, comment faire d'abord pour cet aspect statistique, pour cet aspect observatoire ou compte satellite ou autre. Donc, nous sommes dans l'apprentissage, nous sommes dans la phase de début.
comment allons-nous avancer pour concrétiser tout ça? Donc, peut-être mon intervention, Monsieur Rodrigue, est surtout sous forme de point d'interrogation. Comment faire? Comment profiter de nous, des expériences des uns et des autres pour avancer dans cet exercice donc, difficile, mais très émouvant et que nous avons à cœur. Merci. Écoutez, merci infiniment pour ces interrogations qui sont aussi quelque part des déclarations d'intention. Coopérons plus, coopérons mieux, coopérons de façon très concrète, de façon très pratique. Et je puis vous assurer que depuis là où nous sommes, que ce soit Dares en Tunisie, que ce soit Yesmed de façon plus générale en Méditerranée, nous sommes des fous furieux de la coopération. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous avons ces personnes de profils différents autour de notre table virtuelle. Vous avez parlé d'Espagne. Écoutez, je suis pas chauvin puisque mes papiers disent encore que je suis citoyen français, mais l'ambassade d'Espagne est juste collée à Dares, à son immeuble. Donc, on devrait arriver à se parler au-delà des relations très régulières que nous avons en Espagne. Nous n'avons pas de drapeau autre que celui de la Tunisie en Tunisie, celui de la Méditerranée en Méditerranée. Et notre seul drapeau, je dirais, c'est celui de l'économie sociale et solidaire, plus particulièrement dans cette zone méditerranéenne qui n'est pas non plus une région simple. J'étais le mois dernier pendant 3 semaines à Tunis, hors pandémie. Mon rythme habituel, c'est une semaine d'un côté de la Méditerranée, une semaine de l'autre, avec un focus très particulier sur la Tunisie. Nous avons par chance des collègues de plus en plus nombreux et qualifiés sur place. Donc soyez absolument certaines que nous mettrons tout en œuvre pour coopérer de façon efficace et pour canaliser, en l'occurrence vers le Conseil national de la statistique, mais plus généralement le gouvernement et les autorités tunisiennes, tous les savoirs que nous pouvons avoir à portée de main ou à portée d'ordinateur. Nous nous y consacrons au quotidien et vous avez employé le terme d'émotion, vous avez utilisé l'adjectif émouvant. Oui, on est sur une vraie cause et il est important, tout particulièrement dans le monde d'aujourd'hui et dans la Tunisie d'aujourd'hui, de la faire avancer. Ce propos ressemblait un petit peu à un propos de conclusion. Il n'en est rien, même si ça va être assez rapide, puisque je demanderai à toujours notre totem. Il a parlé tout à l'heure de mantra, alors je le suis dans les digressions sémantiques, Thomas, de nous faire une conclusion assez concrète sur cet échange qu'on a pu avoir, qui n'est qu'un premier échange. Il y a déjà eu des contacts bilatéraux. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer madame, notre collègue du ministère de l'Agriculture, qui était accompagné d'autres collègues. Je dis à José Juan que chez Dares, nous ne faisons pas que de l'observation. Nous avons d'autres pôles, dont un pôle numérique qui a vocation justement à jouer ce rôle de diffuseur, je ne vais pas dire de propagandiste, mais de canaliser toute l'information utile à l'ESS tunisienne et pas que. Ça sera le sujet d'un autre focus. Sonia, c'est toi la patronne. Avant de céder les quelques mots de conclusion et de synthèse à Thomas, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose. Non, je voulais juste rajouter le mot passion pour continuer les propos de Madame Zeribi. Justement, le travail est passionnant. L'économie sociale et solidaire
C'est passionnant et j'espère que tous, nous qui travaillons sur l'économie sociale et solidaire, avons, et je suis sûre d'ailleurs, avons cette émotion et passion pour faire aboutir nos différentes actions et nos différentes actualités et faire avancer les choses. Voilà. Moi, je donne la parole à Thomas. Thomas, pour nous faire un petit résumé de ce webinaire rapide. Hein, vraiment rapide. Hein, je te donne 1 minute, hein, Thomas. Et voilà. Et je prendrai la parole juste après. Oui, bah, le résumé va être très simple. Je crois que les volontés sont là et le potentiel est là. On a des pépites, on a des pierres qui existent un peu partout. Il s'agit de les rassembler, de faire des beaux bijoux. La prochaine étape, je crois ne pas trop m'avancer en disant qu'on va constituer ce conseil scientifique et vous inviter, toutes les personnes qui sont autour de l'écran, je ne sais pas comment on dit maintenant, dans l'écran, pour nous réunir et avancer. On a déjà donc des choses qui ont avancé de notre côté. On a des choses à vous montrer, à discuter avec vous, à analyser. Je terminerai par ça. Le fameux François Rousseau, je ne sais pas, qui est revenu ce matin, ce fameux chercheur qui nous a aidés en France, il parlait toujours de l'intelligence du chiffre. Donc, je crois que c'est le lien entre la statistique et le qualitatif. Donc, on a besoin de vous pour fabriquer cette intelligence du chiffre. Donc, je dirais tout simplement à bientôt pour une réunion de travail sur ces questions-là. Merci Thomas, merci Lamia Zribi, merci Madame Safi, merci la Souad, merci José Juan, merci Roderick, merci Mehdi, merci à l'équipe d'Ares. Merci à tous. Shahia Taïba, bonne journée et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.